Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mercredis, focus crypto dans Patrimoine thématique. Le Bitcoin protège-t-il les investisseurs aussi bien que l'or contre l'inflation? L'or, valeur refuge historique et puissant protecteur contre l'inflation, semble perdre l'intérêt des investisseurs au profit du Bitcoin, dont la valeur atteint cette semaine son plus haut historique à 68 000 $. Alors, peut-il vraiment amortir les chocs pour l'investisseur? Réponse en début d'émission. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, le crowdfunding immobilier, la rémunération servie par les plateformes de financement participatif immobilier a crevé le plafond au premier semestre 2021 avec un taux moyen de 9,2%. Et sur les niveaux de collecte, on peut là aussi parler de record. Sur les 6 premiers mois de l'année, les plateformes de crowdfunding immobilier ont collecté 408 millions d'euros. Nous essaierons tout à l'heure de tout comprendre de ce placement en pleine croissance. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. D'abord, comme tous les mercredis dans Patrimoine thématique, focus crypto. Le Bitcoin est-il une couverture contre l'inflation? Alors qu'il a atteint son plus haut historique à 68 000 $ hier mardi, certains investisseurs estiment en effet que les crypto-monnaies, Bitcoin en tête, sont un moyen de se protéger de l'inflation qui monte en Europe et aux États-Unis. Alors qu'historiquement, l'or a toujours su protéger les investisseurs de l'inflation, peut-on vraiment dire aujourd'hui la même chose du Bitcoin? Réponse avec notre invité, Adli Takal Bataille, cofondateur de Shift Capital et président et cofondateur de l'association Le Cercle du Coin, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Adli Takal Bataille, l'inflation devrait selon le FMI atteindre son pic ces prochaines semaines. De quelle manière ce phénomène a-t-il des conséquences sur le cours du Bitcoin? Il a des conséquences sur le cours du Bitcoin parce que, comme tout actif, entre guillemets, qui va être un actif à risque, quand la monnaie perd de sa valeur, il prend de la valeur. Et là, la monnaie perd de sa valeur à cause de l'inflation, en quelque sorte. C'est pour ça que le marché, d'ailleurs, des actions aussi est totalement, assez plus haut historique. Donc, Bitcoin, la différence qu'il a, c'est qu'en plus, il a une limite intrinsèque qu'on connaît. On connaît son émission par avance. On sait qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Et ça permet d'avoir une certaine assurance, finalement, de cette valeur. Il a en plus pris ce rôle d'or numérique de plus en plus. On le voit, même si c'est utilisé comme paiement au Salvador par d'autres vecteurs, le Bitcoin, lui, son réseau, il sert beaucoup pour des grosses transactions. Et on voit même les grandes institutions comme JP Morgan ou autres se prononcer sur le Bitcoin, même si certains pensent qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, pensaient qu'en tout cas il va avoir une valeur. Et après, il y a aussi des grosses institutions financières qui choisissent le Bitcoin plutôt que l'or. Enfin, Paul Tudor, par exemple, préfère l'or au Bitcoin actuellement. On va en parler en effet, parce qu'il y a les particuliers et les institutionnels aussi qui font aujourd'hui appel au Bitcoin. Adli Takal Bataille, le lancement le mois dernier d'un ETF adossé sur des contrats à terme liés au Bitcoin, peut-il lui aussi être la raison de cette performance de la crypto-monnaie? Clairement, il y a eu une excitation avec l'ETF, mais j'ai envie de dire qu'elle est venue presque avant, parce que quand la news sort, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et après, il faut savoir que cet ETF, c'est un ETF de produits dérivés, donc ce n'est pas un ETF où les gens achètent directement des bitcoins derrière, enfin où des bitcoins sont achetés derrière en tout cas. L'ETF spot n'est pas encore arrivé, donc ce serait plus un ETF spot qui pourrait vraiment pousser le marché vers le haut. On peut aussi penser que cette hausse, elle est aussi due à la perte de valeur de la monnaie. Donc c'est dur de savoir la vraie valeur, comme toujours, vu que tout est décorrélé, j'ai envie de dire, et corrélé en même temps. Tout est flottant. Donc finalement, on a une hausse du Bitcoin qui, oui, a été influencée par l'ETF, mais aussi par ses valeurs intrinsèques, ses fondamentaux qui ne bougent pas, qui sont toujours aussi forts, dans le sens où le réseau est incensurable. Il s'est remis finalement des différents bannissements chinois sans trop de problèmes, et le réseau est plus décentralisé qu'avant, vu qu'il est moins centralisé en Chine qu'avant. Donc finalement, on a des fondamentaux qui continuent d'être à la hausse. On voit que l'expérience au Salvador marche pas trop mal. Il y a plus de la moitié de la population qui a adopté le portefeuille national, enfin le portefeuille proposé en tout cas par l'État pour payer en Bitcoin. Donc on a un terrain qui sont les crypto-monnaies qui progressent et qui permet
à la fois de se protéger de l'inflation et potentiellement d'avoir aussi des rendements plus élevés. Vous le disiez tout à l'heure, Bitcoin actif très volatile. Ces deux notions-là, est-ce qu'elles ne sont pas finalement antinomiques? On parle de valeur refuge et d'actifs très volatiles. C'est une question de terme. C'est-à-dire qu'en 4 ans, quelqu'un qui a attendu 4 ans en achetant des bitcoins n'a jamais perdu d'argent. Donc c'est jeune sur la vie du bitcoin, 4 ans, c'est à peine plus de 10 ans. Mais la volatilité, c'est vraiment une question de timing en quelque sorte. C'est-à-dire que si votre but c'est de constituer un patrimoine sur 10 ou 15 ans, finalement la volatilité intrinsèque de l'asset n'est pas très importante. En plus, la volatilité de Bitcoin, elle tend à diminuer de plus en plus, même s'il y a eu un crash en mai. Mais finalement, ces crashs-là, ils peuvent arriver sur le marché des actions. On l'a vu lors de l'apparition du Covid. Et il peut même arriver sur d'autres marchés, parce que le marché de l'immobilier, c'est tout à fait possible aussi d'avoir un crash. Donc finalement, on peut se retrouver face à de la forte volatilité dans absolument tous les marchés dès qu'il y a une crise. Et sur le long terme, pour l'instant, Bitcoin suit une progression plutôt constante et assez impressionnante. Adita Kalbataï, peut-on dire dans les chiffres, concrètement, que les investisseurs aujourd'hui lâchent l'or véritablement au profit des bitcoins? Gagnent-ils la course, comme certains analystes le disent, contre l'or, véritablement? Je ne sais pas s'ils gagnent encore la course, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les statistiques montrent que les investisseurs institutionnels, en tout cas, se dirigent de plus en plus vers le bitcoin. Sur les particuliers, j'ai moins de statistiques en tête pour le coup, même si je pense que l'accès en fait, qui est très facile, c'est facile d'acheter des bitcoins de nos jours. Coinbase a été listé en bourse, était première application téléchargée finalement aux États-Unis la semaine dernière. Donc on voit que les particuliers aussi se jettent un peu sur les crypto-monnaies, même s'il faut le faire avec parcimonie, comme tout investissement dans tous les cas. Pour revenir sur les institutionnels, qu'est-ce que cela signifie quand eux aussi se ruent sur les bitcoins? Ça signifie je pense qu'il y a une certaine maturité du marché, c'est-à-dire qu'ils attendaient certaines infrastructures qui sont arrivées. Par exemple, ils ont des problématiques réglementaires avec des custodians, ils ont besoin d'avoir des dépositaires, on va dire, agréés. Donc ça prend du temps pour que tous ces organismes aient pu avoir des agréments. Il y a eu l'avancée de la législation, le marché qui devient de plus en plus liquide, et la maturité aussi technologique et leur maturité de compréhension. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu beaucoup de rigolade autour de Bitcoin, ça a été décrié, etc. Et maintenant, tous les grands institutionnels, s'ils sont honnêtes, ils comprennent que le Bitcoin, a priori, est là pour durer, et plutôt un actif qui peut être intéressant. En tout cas, dans tous les cas, c'est toujours intéressant dans un portefeuille diversifié d'avoir un actif qui potentiellement est un peu plus et un peu décorrélé de tous les autres actifs. De quelle manière peut-il vraiment le Bitcoin protéger contre l'inflation? Et puis surtout, jusqu'à quel niveau d'inflation? Je le disais tout à l'heure, le FMI prévoit un pic d'inflation d'ici à la fin de l'année. C'est ça, jusqu'à quel niveau il peut vraiment protéger? À quel niveau j'ai envie de dire, si on arrive dans des situations d'hyperinflation, ce qui n'est pas ce qui est annoncé par le FMI, je ne vois pas pourquoi Bitcoin ne garderait pas sa valeur. Il y a un côté assez dur à prévoir, parce que s'il y a une nouvelle situation d'inflation, ça va être une situation finalement qu'on n'a pas trop connue dans la société telle qu'elle est actuellement, donc c'est dur de prédire exactement ce qui pourrait se passer. Mais il n'y a aucune raison que Bitcoin, lui, subisse une inflation, vu que son protocole, il est fait pour qu'il y en ait 21 millions et que ça ne bouge pas. Donc je ne vois pas ce qui pourrait aller contre le fait que Bitcoin prenne de la valeur s'il y a de l'inflation, parce que comme tout autre actif, il va prendre de la valeur. Est-ce que c'est paradoxal que le Bitcoin protège contre l'inflation et l'inflation profite aussi au Bitcoin? Comment on comprend tout ça? Non, c'est assez logique. C'est logique. C'est en partie aussi pourquoi je pense que le Bitcoin a été créé et pourquoi il a été créé avec une limite de 21 millions. C'est pour justement être un peu un rempart à ce qu'on appelle l'argent magique, on va dire, qui est l'argent des banques centrales. Et c'est surtout que dans le cas du Bitcoin, vu que c'est un protocole qui est décentralisé et qui suit uniquement ses règles, on est quasi sûr que la limite des 21 millions ne bougera pas, en tout cas. Et ça, c'est très important, parce que finalement, ça donne accès à un actif qui est neutre par rapport aux autres,
Même l'or est un peu moins neutre parce qu'on peut avoir des contrôles sur la production, on peut un peu changer tout ça, alors que dans Bitcoin, on ne peut pas. Qui suit ces règles? Qu'est-ce que vous entendez Bah, par là? les règles de son protocole, comme le fait d'avoir 21 millions de bitcoins, le fait qu'il n'y ait pas de compte négatif, ce genre de choses en tout cas qui régissent le protocole. Ali Takal-Bataille, selon vous, on peut donc parler de tendance durable aujourd'hui sur le Bitcoin? C'est toujours dur de vouloir prédire l'avenir. Pour moi, oui, mais je vous prêche un convaincu, j'ai envie de dire. Et donc, moi, je pense que oui, sur la... Comment dire? En plus, on n'est qu'au début. Il faut se rendre compte qu'il n'y a même pas 3% de la population mondiale qui a adopté les crypto-monnaies. Donc, on est vraiment sur le début d'une innovation qui est en train de rentrer sur le marché. Et généralement, c'est plutôt des tendances qui s'accélèrent. Donc, oui, il y a tout intérêt, à mon sens, à parier sur le fait que le Bitcoin et le monde des crypto-monnaies sera encore là dans pas mal d'années. Certains analystes préviennent quand même que cet aspect spéculatif dont on parlait en fait aussi quelque part une cible facile en cas de retournement important sur les marchés financiers, ce qu'on n'a pas encore connu. Voilà, comment on se place par rapport à ça? C'est parce que pour l'instant, je pense, pour pas mal de gestionnaires de patrimoine qui rentrent un peu dedans, ou des fonds institutionnels, ça reste un peu c'est pas la valeur la plus importante. Donc c'est celle peut-être qu'on va lâcher en premier s'il y a besoin de liquidité. Donc oui, il y a ce risque-là. Le marché, il est aussi un peu moins liquide que d'autres marchés. Mais en fait, tout ça tend à se réduire parce que le marché devient de plus en plus liquide. Plus il va y avoir justement d'investisseurs institutionnels, plus la market cap de Bitcoin va augmenter, plus les infrastructures vont continuer d'exister et de croître, moins on va être face à ces risques finalement. Et on le voit dans les statistiques, vraiment la volatilité de Bitcoin, elle baisse. Donc finalement, c'est un risque, encore une fois, qui existe pour moi à court terme, mais beaucoup moins à long terme. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Ali Takal-Bataille, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Shift Capital et président et cofondateur de l'association Le Cercle du Coin. À propos de cette association, en quelques mots, juste avant de se quitter. Cette association, on l'a créée il y a quelques années parce qu'on était assez peu en France. Et l'idée, c'était de permettre un peu d'éduquer sur le sujet du Bitcoin, de permettre aux personnes qui sont dans cet écosystème des crypto-monnaies de se rencontrer. Parce que vu que c'était un univers numérique, c'était intéressant de pouvoir se voir en physique et de faire des initiatives de manière générale. Et de faire de la pédagogie comme on a fait aujourd'hui ensemble sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'un investissement en crowdfunding immobilier? Depuis quelques semaines, les plateformes de financement participatif multiplient les mains tendues vers la clientèle patrimoniale. 80 millions d'euros ont été collectés au premier semestre 2021 par les conseillers en gestion de patrimoine. Alors pourquoi investir dans le crowdfunding immobilier? Réponse avec nos deux invités. Céline Mahinck, fondatrice du cabinet Eden Finance, courtier conseil en gestion de patrimoine, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Gaëtan Pierret nous accompagne également, journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Céline Mahinck, elle est née aux États-Unis, cette pratique. Quand est-ce qu'elle est arrivée en France ? Les premières plateformes sont arrivées en France en 2008-2009. Le crowdfunding immobilier, en gros, a commencé vers 2013-2014. Et c'est a franchement commencé son essor avec la première mise en place réglementaire en octobre 2014. En octobre 2014, et on est sur une évolution constante depuis ? Oui. Oui. On peut parler d'évolution constante. Oui, moi j'avais regardé, j'ai commencé à m'intéresser au crowdfunding fin 2014, début 2015, dans le cadre de ma casquette de formatrice. De mémoire, décembre 2014, 5 plateformes qui agissent sur le crowdfunding immobilier. Janvier 2015, donc juste les fêtes entre-temps, 17. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, on est à environ une quarantaine de plateformes qui font du crowdfunding immobilier, soit de façon dédiée, soit de temps en temps au gré des différents projets. Donc, nos téléspectateurs, on commence à entendre beaucoup ce mot de crowdfunding. Concrètement, comment ça marche, le crowdfunding immobilier ? Alors, financement participatif, donc en français, faudrait voir lequel des deux termes a le plus de notoriété. Mais
Aujourd'hui, la complexité et tout l'intérêt de ce type d'investissement, c'est sa variété. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un crowdfunding immobilier, mais de plusieurs types de crowdfunding immobilier. Donc déjà, vous avez celui où vous investissez sur un support type obligation, par exemple, c'est ce qui est majoritaire aujourd'hui, ou alors vous investissez dans un bien pour le garder et en bénéficier en termes de retour locatif. Ce qui est le plus répandu aujourd'hui, c'est le crowdfunding qu'on appelle en equity. Donc, on est dans de la souscription d'émissions obligataires et on bloque son argent environ 22 mois en moyenne et on espère une rentabilité de un peu plus de 9 points. Quand même. 9,2% je crois en moyenne. C'est ça. En 2021. Gaëtan Pierret, à qui s'adresse ce placement immobilier ? On peut dire qu'il y a deux types d'investisseurs. Déjà, il y a le grand public, c'est la clientèle historique des plateformes. Et là, de plus en plus, comme vous le disiez, elles sont en train de se tourner vers les CGP pour attirer une clientèle patrimoniale qui a un pouvoir d'épargne un peu plus important, qui va pouvoir investir des montants plus importants que les clients historiques. Mais à quel besoin du marché cette pratique a-t-elle répondu ? Essentiellement la diversification, on peut le dire. C'est une forme d'investissement qui est assez intéressante parce que ça réinvente un peu l'expérience d'investissement. On est sur du concret, du très concret même. On est sur de la pierre papier, mais en même temps... on a une concrétisation de notre investissement. C'est-à-dire qu'il y a une SCPI, par exemple, on met un ticket, on investit de l'argent. Notre argent va être investi sur différents actifs. Là, on a un programme immobilier, un projet immobilier. On va avoir beaucoup d'informations dessus. Donc, le rapport à l'investissement n'est pas exactement le même. Céline Mahinck, le crowdfunding immobilier peut être considéré aujourd'hui comme une classe d'actifs à part entière. C'est clair. Oui. J'ajouterais en termes de parties prenantes, enfin des gens qui ont intérêt à investir dans du crowdfunding. Des profils d'investisseurs. C'est ça, on voit très nettement aussi des institutionnels. Il y a de plus en plus d'institutionnels, donc j'entends par là des sociétés de gestion, des compagnies d'assurance qui confient de l'argent en début d'année à certaines plateformes. Et donc là, on voit que ces institutionnels font confiance aux plateformes qui se sont énormément professionnalisées au fil des années, qui leur font confiance dans leur analyse des porteurs de projets immobiliers, c'est-à-dire qu'elles délèguent en fait l'analyse de tel promoteur ou de tel marchand de biens à la plateforme et leur confient leur argent à l'investissement. Donc quand les institutionnels s'y mettent, c'est gage de confiance. Tout à fait. Tout à fait. Quel type de projets immobiliers peuvent être financés, Gaëtan Pierret ? Alors comme Céline le disait, il y a plusieurs types de projets immobiliers qui peuvent être financés, essentiellement de la VFA par exemple, donc de la construction dans le neuf, il y a aussi du marchand de biens ou de la gestion locative comme le disait Céline. Un investissement minimum est-il demandé, Céline Mahinck ? Vous le disiez, Gaëtan Pierret le disait, les sommes ne sont évidemment pas les mêmes quand on parle de particuliers ou quand on parle d'entreprises. Alors, un montant minimum ? L'intérêt pour un institutionnel, c'est de confier une enveloppe importante en début d'année. Donc ça, voilà, on va le mettre de côté. Ouais. Après, en ce qui concerne les particuliers, donc qu'ils le fassent en direct, qu'ils le fassent via un conseil en gestion de patrimoine ou via ce qu'on appelle un family office. Donc c'est quelqu'un qui va s'occuper d'un plus gros patrimoine, entre guillemets. Le ticket d'entrée minimum sur une plateforme, c'est 100 €. C'est pas le plus courant. Le plus courant, c'est 1000, 2000 ou 5000. On va dire 1000 ou 2000 €, c'est ce qui se pratique le plus couramment sur les plateformes de crowdfunding immobilier. Donc ça, ce sont les chiffres pour le grand public ? Pour tout le monde. Pour tout le monde ? Pour tout le monde. Mais dans la pratique, un instit ne va pas mettre 1000 €. Quoi. Oui. Voilà. Il est en proportion beaucoup plus importante, ce qui peut expliquer aussi que les collectes soient très vite... collecté, que l'argent, demandé soit très vite collecté, parce qu'on peut avoir sur certaines plateformes, par exemple, le concours d'institutionnels à 50%. Donc, quand aujourd'hui, en 2021, ce qui semble se profiler, c'est une levée moyenne à 1 million, voilà, on a déjà minimum 500 000 € par un institutionnel sur certaines plateformes pour un projet donné. Et il faut dire peut-être pour les épargnants que sur les autres secteurs que l'immobilier, le ticket d'entrée moyen est quand même plus faible que les 1000 €. Donc il y a d'autres secteurs qui sont peut-être plus accessibles que l'immobilier pour ceux qui veulent mettre des tickets plus petits. C'est intéressant de le préciser. Céline Mahinck nous disait de parler de gages de confiance. Toutes ces plateformes, ou en tout cas la majorité de ces plateformes aujourd'hui, sont fiables, en effet ?
Oui, j'ai envie de dire que oui. Alors, il y a aujourd'hui, au total, je crois, un peu plus de 205 plateformes. En immobilier, il y en a quelques-unes qui ont vraiment pignon sur rue, hein, qui remportent le gros de la collecte. Aujourd'hui, on voit que le crowdfunding a réussi à convaincre quand même une grosse partie des investisseurs, des épargnants. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant pour eux d'aller vers peut-être les très grosses plateformes qui arrivent à attirer le plus gros de la collecte. On rentrera peut-être dans le détail de ce qu'il faudrait pour en attirer peut-être encore plus, qu'il faudrait encore modifier. Gaëtan Pierret, pourquoi les besoins en fonds propres des promoteurs explosent-ils aussi en ce moment ? Les promoteurs, ils font face à plusieurs difficultés, ne serait-ce que d'avoir des autorisations pour pouvoir construire, donc c'est assez problématique pour eux. Recourir au financement participatif, ça leur permet plusieurs choses. Déjà, d'éviter d'aller trop taper dans leur trésorerie pour pouvoir se financer, d'avoir un financement complémentaire à un prêt bancaire, et donc éviter de trop s'endetter auprès de la banque, et puis tout simplement de pouvoir aller plus vite. En fait, passer par une plateforme de financement participatif, ça leur permet d'avoir des fonds plus rapidement que passer par une banque traditionnelle. Oui, ce qu'on peut noter, c'est que le crowdfunding va pouvoir financer également des choses que la banque ne sait pas faire. Par exemple, du refinancement de fonds propres, c'est-à-dire les fonds propres que le promoteur avait bloqués en tout début de projet. Quand il a fait son acquisition de terrain, qu'il a purgé le recours des tiers, qu'il a fait sa pré-commercialisation, donc 50% des lots prévendus sur plan, ce qu'on appelle en VFA. Là, il va voir sa banque pour avoir son prêt immobilier. Et à ce moment-là, il va faire appel également à du crowdfunding pour financer à peu près 80% des 20% de fonds propres qui sont demandés par la banque. Et ça, la banque, elle ne sait pas refinancer des fonds propres. Donc ça, c'est un véritable atout. Et alors, si on regarde en facial, on peut se dire que le crowdfunding coûte cher à un promoteur immobilier, puisque suivant les plateformes, c'est entre 10 et 15%. Ça lui laisse quand même environ 90% de marge. Donc c'est un levier extrêmement important. Par rapport aux plateformes, ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je serais moins catégorique sur les... Alors oui, il y a 5 à 7 plateformes qui font la quasi-totalité du marché. Pour autant, il y a des petites plateformes qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Et la difficulté aussi pour le grand public, c'est de juger, d'analyser ces plateformes. Mais ce n'est pas forcément parce qu'elles sont plus petites qu'elles sont moins pertinentes. Vous le disiez tout à l'heure, un taux de rémunération de crowdfunding immobilier en moyenne qui s'élève autour de 9%. Ouais. Comment on explique ce chiffre ? Comment on explique de tels rendements ? Par le risque. Faut pas se leurrer. On peut pas aujourd'hui investir sur n'importe quel support, espérer une rentabilité forte sans avoir conscience du risque associé. Quand on a l'habitude de regarder en fait les indices de référence qui sont l'OAT 10 ans et le fonds euro du contrat d'assurance vie. En gros, tout le delta qui va y avoir, la différence entre ces rémunérations et la rémunération qu'on espère avoir sur un produit donné, ça va exprimer du risque. Donc le risque, c'est un risque de défaillance du porteur de projet. Alors c'est vrai que c'est plutôt limité aujourd'hui en crowdfunding immobilier. On est à 0,01% de taux de défaut. Donc c'est vraiment minime. Voilà. On va regarder un peu plus précisément cette année, voire l'année prochaine. On va avoir peut-être un peu plus de taux de retard. Alors, un taux de retard entre 0 et 6 mois, moi, ça m'inquiète absolument pas, parce que c'est normal en immobilier. Il y a les aléas climatiques. Là, aujourd'hui, il y a des problématiques de livraison des matières premières, etc. Après, il faut voir. Et puis, en plus, la plupart du temps, il y a un report contractuel déjà prévu initialement. Et la quasi-totalité des plateformes, de toute façon, continuent à rémunérer au-delà de l'échéance. C'est-à-dire que si on m'avait prévu un remboursement, en décembre 2021 et que je me prends 6 mois de retard, les 6 mois du premier semestre 2022, je toucherai ma REM. Donc, mis à part le fait que c'est bloqué 6 mois de plus, je suis tout à fait contente de continuer à avoir 6 mois à 9% et plus. Voilà. Après, on va voir... s'il n'y a pas quelques projets qui ont été financés entre 2015 et 2017 qui commencent à avoir quand même des retards conséquents. On va faire le point là, ça va sortir en décembre. Gaëtan Pierret, sur cette question du risque de ce type de placement et peut-être quelques solutions pour les minimiser justement ces risques. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de plateformes, peut-être qu'il faut justement...
diversifier ses placements, aller sur plusieurs plateformes. Voilà, expliquez-nous Alors, il y sur a cette deux question choses. des risques et comment les minimiser. Exactement. Alors, il y a deux choses. Effectivement, la diversification, ne serait-ce que sur une même plateforme. Si vous avez 10 000 euros à placer, plutôt les placer sur plusieurs projets plutôt que de les placer sur un seul projet. Ça, c'est juste du bon sens. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est qu'il y a une nouvelle solution qui est arrivée sur le marché, qui a été lancée par la plateforme Finpel. C'est une solution de financement participatif avec capital garanti. Ça nous rappelle un peu le bon vieux fonds euro. On avait un peu enterré la garantie en capital. On pensait que ce n'était plus possible. En fait, si, apparemment. Donc, Finpel a annoncé ça en septembre dernier. Le rendement ciblé, il est de 4%. Donc, on est quand même bien en dessous de la moyenne du marché parce que les pourcentages restants vont à l'assureur. C'est l'assureur italien S2C qui assure cette solution. C'est uniquement pour la VFA, pour les programmes de construction dans le neuf, en immobilier, et uniquement pour certains programmes. Ça, c'est que les critères de sélection des programmes qui sont éligibles. Finpel n'a pas communiqué dessus. C'est entre lui et l'assureur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre solution qui est en préparation. Il y a à peu près une quinzaine d'acteurs qui sont autour de la table en négociation pour créer une solution de place avec un assureur français cette fois-ci. Et l'idée, c'est d'avoir donc une offre similaire, le capital garanti, un rendement d'au moins 4% pour pouvoir concurrencer Finpel. Et ces acteurs, en fait, ils se sont un peu fait doubler entre guillemets par Finpel qui a lancé son initiative. Et la solution de place est censée arriver dans les prochains mois, potentiellement début 2022. Mais là, rien n'est encore sûr. Donc Finpel a créé la réaction des autres acteurs du marché en se disant peut-être que nous aussi, il faut qu'on aille sur cette question du capital garanti. C'était concomitant. Le truc, c'est que l'assureur a audité les plateformes, les 13 plateformes. L'assureur les audite pour garantir en fait les plateformes et, si j'ai bien compris, garantir en gros l'intégralité des projets. Alors que là, c'est audité par projet. Donc, c'est pas exactement la même chose. Après, alors, sur cette question du capital garanti, qu'est-ce que vous... Ouais, alors je suis pas fan. Je suis pas fan, mais je le comprends en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont peut-être réticents, qui veulent pas forcément chercher du 9 points et qui vont se dire, voilà, du 4, ok, c'est quand même beaucoup moins sexy que du 9, mais ça me suffit si j'ai du capital garanti. Bon, après, du 4 points, je peux aller chercher autrement. Voilà. Bon. À voir si ça peut effectivement démocratiser encore un peu plus et puis donner accès à une population sur ce véhicule d'investissement-là. Parce que la question, c'est celle-là aujourd'hui, démocratiser encore plus la pratique. C'est intéressant, ça permet une diversification globale de toute façon, ça permet d'être acteur de son marché puisque les gens regardent pas mal quand même en local ce qui se passe autour de chez eux. C'est intéressant. Et alors, quand on dit mutualiser les risques, c'est si j'ai 10 000 euros, alors déjà, à 9 points, en gros, avec une aversion au risque moyenne, c'est 10% de son effort d'épargne annuel qu'on place sur du crowdfunding immobilier. Et puis, je dirais, au-delà de diversifier en projet, c'est aussi en plateforme. On ne le fait pas sur les mêmes plateformes. Gaëtan Pierret, en quelques secondes, vraiment, il nous reste quelques secondes. Il y a plusieurs plateformes qui sont encore dans les discussions, qui sont assez réticentes, effectivement, à cette offre, alors qu'elles sont dans les discussions. Elles disent quoi ? Elles disent qu'en fait, cette offre, elle est un peu contre nature, si je peux me permettre, à l'ADN du crowdfunding, qui est une acceptation du risque pour un rendement très fort. Donc, on voit que la réticence, en fait, elle est de deux côtés, à la fois du côté des plateformes, mais aussi du côté des CGP. Pour autant, ça peut leur permettre d'attirer une clientèle plus patrimoniale et bon père de famille qui va être différente, ça c'est sûr, des investisseurs historiques dans le crowdfunding, mais ça sera un nouveau type de clientèle. Merci beaucoup à tous les deux, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait de la pédagogie sur ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur Bismart. Je vous souhaite une très bonne journée.